fini au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter. D'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 13 octobre, 5 ans après, Irani rend un hommage durable à Samuel Paty, on y reviendra. Ça ne tient plus, le cri d'alarme des associations face aux baisses de financement dans tous les secteurs. On en parle dans un instant avant une émission spéciale ce soir dès 20h30. La chronique sport d'Axel Maire et puis côté météo, demain votre journée sera ponctuée d'éclaircies sur tout le département. Comptez 13 dans la matinée, 16 l'après-midi. Un nouveau drame à Sarcelles, vendredi matin, peu avant 8h45. Une femme de 40 ans a été violemment percutée par une voiture sur le boulevard Édouard Branly face au centre commercial des Flanades. Le choc a été d'une extrême violence. La victime a eu une jambe partiellement arrachée avant d'être transportée en urgence absolue vers l'hôpital Beaujon à Clichy. 17 pompiers et une équipe du SAMU 95 ont été mobilisés sur place. La conductrice, son passager et un témoin, tous en état de choc, ont également été pris en charge par les secours. Une enquête a été ouverte par la police de Sarcelles pour déterminer les circonstances précises de cet accident. Un autre grave accident de la route à Vauréal, dimanche 12 octobre. Un jeune conducteur de 18 ans a perdu le contrôle de sa voiture sur le boulevard de l'Oise à hauteur d'un rond-point. Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant que le conducteur ne soit éjecté, grièvement blessé. Il a été pris en charge par les secours et transporté en urgence absolue vers l'hôpital de Pontoise. Son passager, âgé de 17 ans, a lui aussi été hospitalisé et plus légèrement touché. Les circonstances exactes de cette perte de contrôle restent à déterminer. 5 ans après son assassinat, Irani rend un hommage durable à Samuel Paty. Le parc urbain de la ville, lieu qu'il fréquentait souvent avec son fils, porte désormais son nom. Une cérémonie émouvante s'est tenue ce dimanche en présence d'environ 150 personnes, élus, enseignants et habitants réunis pour saluer la mémoire du professeur d'histoire-géographie, tué le 16 octobre 2020 alors qu'il rentrait chez lui. Son nom est désormais gravé dans notre ville, a déclaré le maire Thibault Humbert, soulignant le symbole d'un lieu situé entre deux écoles, en écho à l'attachement de l'enseignant à la transmission et à la jeunesse. Pour les habitants, cet hommage s'inscrit dans la pierre sur un souvenir encore douloureux mais essentiel à préserver, celui d'un professeur passionné, défenseur de l'esprit critique et des valeurs de la République. Naïma Mouchou reste au gouvernement. La députée Horizon du Val d'Oise entre dans le gouvernement le Cornu 2 en tant que ministre des Outre-mer, succédant à Manuel Valls. Une nomination surprise pour cet élu proche d'Édouard Philippe, à nouveau appelé par l'Élysée une semaine seulement après avoir quitté le précédent gouvernement. Âgée de 44 ans, native d'Hermont, Naïma Mouchou est la 9e personnalité politique valdoisienne à accéder à une fonction ministérielle. Avocate de formation, ex-vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle incarne une figure montante d'Horizon et du centre droit macroniste. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, reconduit après la crise gouvernementale, doit désormais affronter un premier test politique dès demain avec son discours de politique générale et le vote de confiance à l'Assemblée nationale. Ça ne tient plus, le cri du cœur des acteurs associatifs qui se sont mobilisés samedi, place Stalingrad à Paris et dans toute la France pour dénoncer les baisses de financement répétées envers les associations de tous les secteurs. Ça ne tient plus pour dire la menace de voir des centaines d'associations qui pourraient mettre la clé sous la porte, comme l'explique Claire Toury, présidente du mouvement associatif. Financièrement, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a plusieurs faisceaux, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a une baisse structurelle des subventions depuis une vingtaine d'années maintenant. Depuis il y a 3 ans, on a connu une crise inflationniste extrêmement difficile qui fait que les charges ont augmenté et qui fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans une situation de fragilité financière. Et puis plus récemment, il y a une crise budgétaire qui fait qu'en plus d'avoir des charges qui augmentent, vous avez des revenus et des ressources qui diminuent. Donc si je résume, moins de moyens et plus de besoins. Et donc à un moment, même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas répondre à tout et on se retrouve dans une situation d'extrême tension qui fait que ça ne tient plus. Aussi qu'on est ensemble place Stalingrad aujourd'hui avec une belle mobilisation, avec du monde. Alors on entend la batucada autour qui fait office de transition entre les plateaux. Les aléas du direct, effectivement. Peut-être un mot pour dire voilà, cette mobilisation elle a été déplacée, on le sait, place Stalingrad, etc. Aujourd'hui ça part d'un constat effectivement en chiffres. Aujourd'hui ça représente quoi ça ne tient plus? Les
chiffres des associations, c'est 1,4 million d'associations en France, 20 millions de bénévoles, c'est 2 millions de salariés, 70 000 associations qui se créent chaque année. Ça, c'est le contexte, ça, c'est ce qui donne de l'espoir. Et ce qui en donne moins, c'est qu'il y a 5% des associations employeuses qui n'ont pas de trésorerie à date. Donc on estime à 90 000 le nombre d'emplois menacés avant cette rentrée 2025-2026. C'est des associations qui ont vu leurs subventions être considérablement diminuées et 20% d'entre elles qui ont vu leurs subventions être supprimées, des associations employeuses qui nous déclarent ça. Donc concrètement, ça veut dire des activités qui baissent et ça veut dire des emplois qui ne sont pas renouvelés ou des personnes en situation de perdre leur emploi. Ça, c'est aussi un moment pour interpeller, pour dire il y a beaucoup de personnalités politiques qui sont présentes aujourd'hui, c'est interpeller les pouvoirs publics pour dire on a besoin de vous aussi. C'est plus large que ça. Interpeller les pouvoirs publics, on le fait depuis longtemps, donc c'est très bien de poursuivre et de continuer à le faire, mais c'est surtout interpeller les citoyennes et les citoyens. C'est dire qu'il y a certes 1,4 million d'associations, mais il y a 67 millions de bénéficiaires de l'action associative, et donc 67 millions de bénéficiaires de l'action associative, ça veut dire que toutes les Françaises, tous les Français, à un moment ou à un autre de leur vie, sont confrontés à une association, la rencontrent, la croisent, et donc forcément ça concerne tout le monde, ça concerne la vie quotidienne des gens, ça concerne des moments qui peuvent être difficiles dans vos vies, mais c'est aussi des moments de joie, des moments positifs, collectifs, de vivre ensemble, et on a absolument besoin de ça. Donc le message, il est pour les citoyens, il est pour les associations elles-mêmes, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules, on n'est pas seuls dans la période qu'on traverse, on est nombreux, on est mobilisés, on est beaucoup plus puissants qu'on ne le croit, et il est grand temps qu'on le dise, et il est grand temps qu'on en prenne conscience. Et puis oui, il est pour les pouvoirs publics enfin, pour leur dire que dans la crise démocratique qu'on traverse, et la crise politique qu'on traverse, ce serait quand même vraiment dommage de sacrifier les associations, parce que c'est sans doute la réponse à la crise qu'on est en train de vivre. Les associations qui jouent un rôle majeur, parfois en remplacement, parfois en complément du service public. Benoît Hamon, directeur de SS France. La réalité aujourd'hui, c'est qu'elles sont coproductrices en France d'une grande partie de l'intérêt général. Il y a même des territoires entiers où il n'y a quasiment plus de service public. Et il reste le secteur associatif qui est dans le champ de la prise en charge des personnes vulnérables, personnes âgées, petite enfance, handicap. Dans le secteur du sport, des loisirs, de la culture, les seuls producteurs d'intérêt général sont des associations. Et le fait aujourd'hui d'affaiblir le secteur associatif a comme conséquence de quasiment annihiler l'accès aux droits fondamentaux de millions de Français qui ne trouvent plus à travers le service public le moyen de les satisfaire, qui le trouvaient par le secteur associatif. Mais si ce secteur associatif, comme c'est le cas aujourd'hui, subit des défaillances en chaîne, eh bien nous aurons demain des Français qui, dans des territoires politiques de la ville ou en zone rurale, seront frappés d'une sorte de déni de droits fondamentaux, ce qui est dans un pays aussi malade démocratiquement que la France aujourd'hui, évidemment, un énorme sujet. Secteur particulièrement touché, la culture dont les financements disparaissent parfois dans certaines régions. Moustapha Boudjemaï, membre du bureau de la COFAC et directeur de la Confédération musicale de France. Cette variable d'ajustement, finalement, elle a plusieurs fondements et c'est ça qui est doublement difficile. C'est que, effectivement, il y a, vous savez, dans le champ des politiques publiques, la culture, c'est un objet politique plus ou moins partagé entre l'État, les collectivités, etc., en termes de compétences. Mais j'ai envie de dire, c'est quand je dis plus ou moins, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout le monde est responsable et personne n'est responsable. C'est-à-dire que c'est pas forcément une compétence totalement obligatoire dans tous les domaines ou en tous les cas. Et donc forcément, dès qu'il y a des restrictions budgétaires ou des désaccords, etc., et ben, comme d'autres secteurs, mais celui-là plus encore, c'est là où on peut voir des coupes budgétaires assez franches, comme dans les pays de loi. Mais le double effet pas cool, c'est que finalement, cette variable d'ajustement, c'est aussi une variable d'ajustement entre guillemets politique, parce qu'effectivement, certains élus ou certains responsables, etc., peuvent prendre le prétexte de ces coupures budgétaires et des nécessités économiques pour sabrer des associations culturelles qui ne seraient pas vraiment dans la bonne ligne politique. Enfin, c'est la fameuse bataille culturelle. Observateur de la vie associative, Jean-Baptiste Jobard coordonne le CAC. Il souhaite, quant à lui, repolitiser la vie associative.
CAC tout court, c'est un peu l'inverse du CAC 40. C'est-à-dire qu'en fait, le CAC, c'est un espace de travail où on essaye de faire en sorte que les militants associatifs de tout domaine travaillent sur ce qu'ont été, ce que sont et ce qu'on espère seront les associations, c'est-à-dire des structures non lucratives. Et si je le dis, c'est que c'est pas si évident que ça, puisque un de nos travaux, c'est effectivement à travers l'observatoire de la marchandisation, voir comment est-ce qu'on résiste à ce processus qui pousse les associations vers le marché et la prestérisation et qui, au final, les dépolitise. Et ça fait du bien de voir que cet après-midi, il y a un rassemblement qui exprime une solidarité et en fait une vision politique de l'action des associations dans la société. Le chiffre clé, c'est peut-être de se rappeler qu'il y a 15 ans, un tiers des financements étaient de la subvention, c'est plus qu'1 euro sur 5. Et ça veut dire qu'en fait, on a moins prise sur l'initiative citoyenne. Et je pense que ce qui est exprimé là, c'est précisément ça. C'était bien dit aussi par le rapport CESE sur l'urgence démocratique. Le financement des associations, c'est pas simplement une question technique de type de contrat ou de type de financement. C'est une question politique au fond. Est-ce qu'on fait confiance aux citoyens pour s'occuper de ce qui les regarde à travers l'action organisée associative? Toutes ces interviews ont été réalisées samedi, place Stalingrad, dans une grande émission à l'appel du mouvement associatif et de la Confédération nationale des radios associatives, réalisée en partenariat avec le Moment Média, Aligre FM et RGB. Elle sera diffusée ce soir à partir de 20h30. Après elle, un nouveau visage entre en piste pour les municipales de 2026. David Grandinetti, 46 ans, chef d'entreprise bien connu pour son garage Peugeot de la rue de Courcelles. Il se lance pour la première fois dans la course à la mairie. Né dans la commune, il veut, dit-il, apporter du bon sens et redonner la parole aux habitants. Sans étiquette politique, il prépare une liste ouverte à gauche comme à droite, mais sans extrême, et promet de s'attaquer à des sujets concrets: circulation, entretien, éclairage public et meilleure exploitation des infrastructures locales. Comme tous les lundis, retrouvez vos résultats et vos rendez-vous sportifs, et c'est avec Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du 13 octobre, on commence avec une révélation. La squasheuse Inès Guyot, révélation des mondiaux juniors U19. En dépression durant plusieurs semaines, Inès Guyot, joueuse du Squash 95 Club de Saint-Ouen-l'Aumône, a retrouvé sa qualité de jeu au bon moment pour être la révélation des mondiaux juniors U19 et a obtenu un super bilan de 7 victoires en 9 matchs au Caire en Égypte. Elle a atteint le 3e tour après un succès épique face à la Tchèque Karolina Sramkova, 3-2, mais c'est dans l'épreuve par équipe féminine aux côtés de Lorraine Baltayan, Paola Linko et Lélou Laporte qu'elle a impressionné. Depuis la création de l'épreuve en 1989, jamais une équipe de France féminine avait fini 5e. Côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise s'inclinent contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 3-2. Leur prochain match sera sur le terrain des Boxers de Bordeaux ce soir à 20h30. On leur souhaite évidemment la victoire. Passons côté football. Lors du 5e tour de la Coupe de France, le Cergy-Pontoise RC Régional 2 a réalisé un bel exploit en éliminant Houille AC Régional 1 3-1, tandis qu'Argenteuil RC a su s'imposer 2-1 contre Longjumeau. Un match très serré du côté de Herblay contre Aubervilliers qui se finit au tir au but par une victoire d'Aubervilliers, et Adamois qui a su sortir la tête haute après leur beau parcours qui s'incline 4-0 contre Fleury 91 FC. Match à venir le dimanche 19 octobre pour Cergy contre Sartrouville en championnat, une victoire pour leur permettre de recoller à la première place. Pour finir, côté basketball, les Spartiates de Cergy-Pontoise en national s'imposent très largement 101-66 contre le club sportif Gravenchonnais. Prochain match important à venir pour les Spartiates qui ont la phase suivante du trophée Coupe de France senior masculin. Deuxième tour contre Championnet Sport le 14 octobre à 20h20. À la semaine prochaine sur RGB. Axel Maire, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous sportif. Le festival Do You Remember change de décor, mais pas de département. Après 2 éditions à succès à Taverny, dont la dernière a réuni 30 000 spectateurs, l'événement dédié aux années 90 et 2000 s'installe à Mériel, dans le parc de l'abbaye Notre-Dame-du-Val. Un site plus vaste, mieux desservi et sans riverains à proximité, idéal pour accueillir les 45 000 festivaliers visés du 3 au 5 juillet 2026. En cause, le succès grandissant du festival, devenu trop
l'Étroit à Taverny et les nuisances pointées par certains habitants. À Mériel, la jauge passe donc de 30 000 personnes par jour à 30 000 personnes par jour, avec 2 fois plus de places de parking et une programmation élargie à 48 artistes, dont Passis, Tommy Bugsy, Cynic, Worlds Apart ou encore Medicoustos. 4000 billets se sont déjà vendus dès août, avant même l'annonce du programme, signe de l'engouement pour ce rendez-vous nostalgique devenu presque incontournable dans le Val d'Oise. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Axel Maire à la réalisation vidéo. On se retrouve dès demain évidemment sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net en direct sur Facebook, ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et d'ici là, je vous souhaite évidemment une très bonne soirée. La programmation avec Damien Gissa. Merci Théo, on te retrouve tout à l'heure effectivement comme tu l'as dit, puisque dans la programmation ce soir, avant de retrouver tout à l'heure, on commence dans l'ordre, à 19h vous avez rendez-vous avec votre football amateur, c'est le 100% football amateur avec Farid Rouas et l'ensemble de ses consultants. À 20h, ce sera une série de capsules réalisées en partenariat avec SAVS Remora 95. Une série de capsules qui s'intitule « À perte de vue » et où des personnes malvoyantes vont vous faire part de leur quotidien à travers plusieurs capsules. À 20h30, Théo l'a dit, eh bien vous avez rendez-vous avec une émission spéciale. Ça ne tient plus, les associations se mobilisent. Une émission réalisée en partenariat avec Le Moment Média et Aligre FM 93.1. Et donc RGB 99.2, on n'a pas pu la diffuser en direct, mais rendez-vous ce soir à partir de 20h30 jusqu'à 23h pour cette émission spéciale avec le concours aussi de la CNRA et donc de toutes les radios associatives. Et puis juste derrière, de 23h à 1h, ce sera la rediffusion de Vibesacom. Très bonne soirée à notre écoute sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, ça c'est pour le streaming et tous nos podcasts, ainsi que sur les applications pour mobile, pour smartphone, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise.